Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on va parler de Tetrarchia. Tetrarchia est un jeu de Miguel Marquez. Il est illustré par Pacos Arena, Mathias Cazorla ainsi que Miguel Marquez. Dans le jeu, 1 à 4 joueurs incarnent les empereurs romains, unis pour défendre l'Empire contre les révoltes internes ainsi que les invasions barbares. Avec des règles simples mais une profondeur stratégique impressionnante, le jeu propose 81 niveaux de difficulté afin que toutes les parties soient variées. Cette édition française, éditée par Chacos, propose différents modules. L'extraction de luxe, 6 variantes supplémentaires dont une qui permet de jouer jusqu'à 5 joueurs, ainsi que des scénarios historiques stimulants aussi bien qu'immersifs. Le jeu se joue entre 20 et 40 minutes à partir de 10 ans et propose un gameplay aussi bien fluide que stratégique. Chaque empereur à son tour peut dépenser jusqu'à 6 points d'action, 6 points d'impérium, pour se déplacer, sécuriser des zones, combattre, utiliser les flottes avant que les menaces se propagent et que l'Empire tombe. L'objectif, sécuriser les frontières de l'Empire avant que les révoltes ne soient trop propagées et que Rome tombe. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer les règles du jeu, vous parler des différentes variantes que propose cette édition, et ensuite je vous donnerai mon avis sur ce dernier. Tetrarchia est un jeu coopératif dans lequel les joueurs, de 1 à 4, protègent ensemble l'Empire romain des révoltes et des armées barbares. Avec des règles simples, la mécanique centrale génère des parties très variées et des défis de la difficulté de votre choix, riches en décisions intéressantes. Les joueurs gagnent s'ils protègent les frontières de l'Empire avant que les révoltes ou les armées barbares n'entraînent la chute de Rome. Je vais un peu vous parler du matériel, car il y a le matériel pour le jeu de base, on va dire, et pour les différents modules. Ici, vous avez les 4 empereurs. Ici, vous avez le Dux et le Vicarius qui servent pour un module. Déjà sur le plateau, vous avez les 3 armées barbares. Une flotte pirate, cela sert pour également un module. Et ici, l'armée gothique qui sert également pour un autre module. Nous avons également les disques de couleurs qui correspondent aux garnisons des empereurs. Ici, ce sont les disques qui symbolent les agitations. Et ici, ce sont les disques qui symbolent les révoltes. Vous avez également 2 dés. Et bien entendu, vous trouverez dans la boîte la règle. Comme je vous disais, cette nouvelle édition contient le jeu de base ainsi qu'une série de compléments qui sont les modules Dux, des variantes qui incluent un mode compétitif contre un joueur supplémentaire, ainsi que des scénarios historiques. Pour commencer à jouer, donc ça vous allez le mettre de côté pour l'instant, et on va faire une mise en place. Et je vais vous expliquer les règles de base. Le plateau que vous voyez ici représente l'Empire romain à la fin du IIIe siècle. Pour faciliter la jouabilité, certains éléments de géographie et de nom ont été adaptés. Les cercles ici, ce sont les cases du plateau où les différents personnages vont se déplacer. Il y a 42 provinces romaines à l'intérieur de l'Empire et 6 provinces barbares à l'extérieur qui représentent les frontières. Les 42 provinces romaines sont réparties en 7 régions de 6 provinces chacune. Comme vous voyez, à chaque fois, il y a une province, le numéro et les différentes régions. Les régions romaines, sauf Italia, sont identifiées par leurs coordonnées de province, c'est-à-dire que le 1, 6, c'est ici. Ici, c'est le 3. Ici, c'est le 2, 3. Certaines provinces, comme vous pouvez le voir, possèdent des capitales représentées par un disque de couleur. Ce sont les capitales des empereurs. Ce sont leurs quartiers généraux situés près des menaces imminentes. Si aucun disque ne les couvre, elles comptent comme une garnison de l'empereur concerné. Rome, ici, est la capitale de l'Empire. Elle possède un disque multicolore, ce qui signifie qu'elle compte comme une garnison pour les 4 empereurs. Les provinces sont connectées entre elles par des liens qui permettent le déplacement. Vous voyez, vous avez différents liens sur le plateau. Certains liens sont brisés, ils sont interrompus, comme vous pouvez le voir ici par exemple. Ils indiquent un terrain difficile. Des flèches noires sur certains liens marquent les routes barbares, comme vous le voyez ici par exemple, ou ici. Mais je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. La mer, quant à elle, est divisée en 3 zones. Une flotte romaine positionnée sur le cercle d'une zone maritime permet aux empereurs de se déplacer entre 2 provinces côtières qui touchent la mer dans cette même zone. Comment se passe la mise en place? Si vous êtes un joueur va contrôler les 4 empereurs. À 2 joueurs, chaque joueur contrôle un Auguste et un César, l'un axe de l'ouest, l'autre axe de l'est. À 3 joueurs, chaque joueur contrôle un empereur sauf un César qui est contrôlé en commun. Il y a 4 joueurs, chaque joueur va contrôler un empereur. Pour la mise en place, vous allez placer, je l'ai déjà fait, 6 révoltes au hasard. Pour chaque région, vous lancez ce dé. Si le résultat est un 1, vous relancez et vous placez une révolte dans la province correspondante. Certaines capitales peuvent donc commencer à révolte. Vous allez commencer par là, vous lancez le dé qui vous indique où vous placez la révolte et vous faites ça pour les 6 provinces. Une fois que ceci est fait, vous allez ensuite choisir la difficulté. Comme vous le voyez ici, dans ce tableau, cela vous indique la difficulté que vous pouvez faire. Il y a plusieurs degrés de difficulté. Il y a 81 combinaisons possibles au total. Cela peut aller du très simple au très difficile, au moyen, et vous adapter en fonction de ce que vous avez envie comme expérience de jeu. Une fois que le niveau de difficulté est choisi et que les menaces sont placées sur le plateau, vous allez placer les flottes dans les zones maritimes de votre choix, et la partie est prête à commencer. Chaque manche comprend 4 tours, qui se composent toujours dans cet ordre-là. Vous avez d'abord Dioclétien, Galère, Constance, puis Maximin qui agissent. Tout cela est rappelé dans l'ordre du plateau. Les empereurs commencent toujours hors du plateau. Au début du tour de chaque empereur, s'il n'est pas encore sur le plateau, le joueur peut choisir de le placer à Rome ou dans sa capitale, à condition qu'elle ne soit pas couverte par un disque. Chaque tour comprend 2 phases. Il y a d'abord une phase romaine, où l'objectif va être de dépenser 6 points d'impérium
pour lutter contre les menaces, et ensuite une phase de barbare. Vous allez alterner comme ceci, une phase romaine, une phase barbare, une phase romaine, une phase barbare, jusqu'à ce que le tour soit fini. Vous allez dépenser vos 6 points d'impérium pour effectuer l'une des 5 actions suivantes, dans l'ordre et la fréquence de votre choix. Vous allez pouvoir vous déplacer. Vous déplacer sur un lien normal coûte 1 point. Se déplacer sur un lien brisé coûte 2 points. L'utilisation d'une flotte romaine entre 2 provinces côtières coûte 1 point. Si la province de destination contient une révolte, c'est 1 point supplémentaire. Il y a quelques règles à savoir. Une province ne peut contenir qu'une seule figurine et qu'un seul disque. Un empereur peut traverser une province occupée par un empereur à condition de ne pas s'y arrêter. Par exemple, c'est au joueur vert. Il décide de commencer à sa capitale. Il pourrait dépenser 1 point pour venir ici. Ensuite, vous allez pouvoir naviguer. Cela coûte 1 point. L'empereur peut déplacer une flotte vers une zone maritime adjacente, à condition il ne peut pas y avoir une autre flotte dans cette zone-là. Vous allez pouvoir créer une garnison. L'empereur place un de ses disques dans la province où il se trouve. La province ne doit contenir aucun autre disque, et la province devient protégée et peut être utilisée pour défendre l'Empire. Par exemple, on va reprendre cet exemple-là, il pourrait dépenser 1 point pour mettre un disque comme ceci. S'il y avait un autre disque, ce ne serait pas possible. Une autre action possible est de protéger les frontières. L'empereur place un disque de garnison en frontière de l'Empire. Les frontières, ce sont ici. Les conditions supplémentaires, il faut qu'il n'y ait aucune révolte. Elle doit être présente dans toute la région, c'est-à-dire que si vous voulez placer ici, il faut que dans toute cette région-là, il n'y ait aucune révolte. Donc là, par exemple, ce ne serait pas possible. Et le coût est plus élevé car il s'agit d'une expédition punitive en profondeur. Vous pouvez également soumettre. L'empereur peut pacifier une province dans laquelle il se trouve. Il peut éliminer une révolte pour 2 points, réduire une révolte à une agitation pour 1 point, éliminer une agitation pour 1 point. C'est-à-dire, imaginons que ça soit à ce joueur-là, au joueur ocre, il vient ici. Il vient à sa capitale, qui est ici. Il pourrait, s'il le veut, dépenser 2 points pour éliminer une révolte, qui est donc ici, il éliminerait. Par contre, il pourrait dépenser un seul point pour la changer en agitation, comme ceci. Et le disque retourne bien entendu dans la réserve. Ensuite, l'empereur peut déclarer une attaque contre une armée barbare située dans une province adjacente en dépensant le même nombre de points d'impérium que s'il devait se déplacer jusqu'à elle. Par contre, vous ne déplacez pas l'empereur à ce moment-là. Et ensuite, vous faites une résolution de bataille. Le joueur romain va lancer le dé avec les chiffres romains. L'empereur ajoute à son dé ses garnisons, les disques de sa couleur connectés entre elles, et dont au moins une est connectée à l'empereur. Chaque empereur connecté à l'armée cible multiplie la valeur de combat par 2. Pour l'armée barbare, elle ajoute quant à elle à son dé de révolte, son dé les révoltes connectées entre elles, dont au moins une est adjacente à l'armée. Chaque autre armée barbare connectée à l'empereur attaquant multiplie cette valeur de combat par 2. Attention, s'il y a plusieurs groupes de disques connectés à un empereur ou une armée, un seul groupe peut soutenir. Si c'est une victoire de l'empereur, vous retirez l'armée barbare et le disque éventuellement présent sur la province cible, puis vous y placez l'empereur. En cas de défaite, vous retirez l'empereur attaquant et tout disque de garnison de sa province. Son tour se termine et sa figurine reviendra sur le plateau au début du prochain tour. En cas d'égalité, rien ne se passe. Je vais vous montrer un petit exemple. Imaginons donc qu'à un moment de la partie, nous nous retrouvons dans cette configuration-là. L'armée à Narbonis, ici, s'approche de Rome. Maximien attaque depuis Germania supérieure en dépensant 2 points d'impérium. 1 pour la connexion simple, 1 parce qu'il y a une révolte. La valeur du barbare pour le combat serait donc ce lancer de dés plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et la valeur romaine serait du dé plus 3 fois 2. Le plus 3 vient du groupe de garnison bleue connecté à Maximien. C'est les îles Pania, Etravia, ainsi que Rome. Et le x2 de Constance qui est connecté à l'armée cible. Il aurait la même valeur de soutien en attaquant depuis cet endroit-là. Il est connecté au même groupe de garnison, mais aurait dépensé 3 points. 2 pour la connexion difficile, plus 1 pour la révolte. Enfin, vous voyez, ici, il y a une connexion difficile. Si c'est lui qui avait attaqué, sa valeur de combat aurait été le D plus 1 fois 2 pour sa garnison qui est ici. Donc voilà pour comment se passe un combat. Ce sont donc les différentes actions que l'empereur peut faire. Après la phase de chaque empereur romain, vient donc la phase barbare où les menaces se propagent. Et la phase barbare se passe en 3 étapes. Une étape de révolte, une étape d'activité barbare, puis ensuite l'avancée barbare. Les révoltes, c'est tout disque d'agitation présent sur le plateau connecté à un disque de révolte et modifié en révolte, pouvant provoquer ainsi un effet domino. Par exemple, si ici il était connecté, ces deux-là, on les enlève et ils deviennent noirs. Cela provoque une sorte d'effet domino. Les empereurs se trouvant sur un disque de révolte sont retirés et reviendront sur le plateau au début du prochain tour. Ensuite, il vient l'activité barbare. Vous allez lancer les 2 dés qui vont vous indiquer donc une région ainsi qu'une province, et selon le statut de cette province, il se passe différentes choses. S'il y a une garnison, rien ne se passe. Je vous rappelle, les garnisons, ce sont ces disques-là. S'il n'y a aucun disque, vous placez un disque d'agitation. S'il y a une agitation, vous le remplacez par un disque de révolte. Et s'il y a une révolte, il se passe un soulèvement. Lors d'un soulèvement, vous placez un disque de révolte sur toute province romaine connectée à la province qui se soulève.
Si un disque de cette révolte est présent, vous ne faites rien. Si c'est un autre disque, vous le changez en révolte. Pour les connexions difficiles, durant cette phase, les connexions difficiles peuvent bloquer la progression barbare lors de toute la phase barbare. Si vous devez ajouter une révolte ou déplacer une armée à travers une connexion difficile, vous lancez ce dé-là. De 1 à 3, les provinces sont considérées comme non connectées, et de 4 à 6, elles sont connectées. C'est-à-dire que si on était là, et qu'on soit dans cette situation-là, pour savoir si c'est connecté, je dois lancer le dé. Lors de la révolte, donc, s'il reste des armées barbares en réserve, et que vous déclenchez un soulèvement, vous placez un disque de révolte sur toute province romaine connectée à la province qui se soulève. Si un disque de révolte est présent, vous ne faites rien. Si c'est un autre disque, vous le changez en révolte. S'il reste des armées barbares, le soulèvement peut provoquer une réaction ailleurs dans l'Empire. Dans ce cas, vous lancez ce dé-ci, et vous placez une armée sur la province frontière de la région destinée si elle est vide. Si elle ne l'est pas, vous lancez ce dé-là, et vous résolvez les 2 dés comme s'il s'agissait d'un nouveau jet d'activité barbare, comme vous venez de faire au début de cette phase. Ensuite vient de l'avancée barbare. Toutes les armées barbares avancent en suivant les flèches noires présentes sous certaines connexions vers la province connectée. Faites toujours attention si c'est un terrain difficile ou pas. S'il y a plusieurs armées et que l'ordre de déplacement peut influencer la partie, vous déplacez d'abord celles qui sont le plus proches de Rome, et en cas d'égalité, vous déplacez d'abord celles qui se trouvent dans la région dont le numéro est le plus bas. Lorsqu'une armée entre dans une province romaine, vous placez, si elle est vide, un disque de révolte. Si un empereur bloque le déplacement d'une armée, cette dernière l'attaque. Vous suivez la même procédure que lors du combat de la phase romaine, et l'armée barbare est maintenant l'attaquant et l'empereur la cible. En cas de victoire barbare, vous retirez l'empereur et vous faites avancer l'armée jusqu'à la province cible. En cas de défaite barbare, vous retirez l'armée barbare et tout disque de sa province. En cas d'égalité, rien ne se passe. Et vous jouez comme ceci jusqu'à la fin de la partie. La partie se termine si l'une des 2 configurations suivantes sont arrivées. Les empereurs protègent les 6 frontières de l'Empire. C'est une victoire romaine. La fin de l'Empire si Rome tombe. Une armée barbare entre dans Rome, où vous ne pouvez plus placer de disques de révolte ou d'agitation car la réserve est vide. Donc l'objectif est bien entendu de placer 6 garnisons à ces endroits-là. Quelques petites précisions, vous ne pouvez pas enlever vos garnisons. Alors ne les gaspillez pas, vous les récupérez que si elles sont supprimées suite à un soulèvement ou par une armée qui se déplace dessus. Les frontières sont protégées de façon permanente, les soulèvements enlèvent les garnisons, mais les révoltes qu'ils génèrent ne se propagent pas dans les provinces romaines. Si un empereur se retrouve avec un disque révolte suite à un soulèvement, il n'y a pas à le retirer du plateau. Un empereur est ôté du plateau uniquement à la fin de l'étape 1 d'une phase barbare. Si un empereur perd une attaque, son tour s'achève immédiatement. Un empereur ne protège pas les provinces contre les agitations et les révoltes. Seules les garnisons le font. Les armées ne peuvent être attaquées qu'à travers des connexions. Il n'y a pas de débarquement. La mer Noire fait partie de la 3e zone maritime. Et Britannia n'est pas une province côtière. Donc je vais vous redire comment se passe brièvement un tour de jeu. Il y a une phase romaine, dans cet ordre-là, et entre chaque phase romaine, il y a une phase barbare. Lors de la phase romaine, vous pouvez vous déplacer pour 1 point, 2 points si c'est une connexion difficile, et 1 point de plus s'il y a une révolte. Vous pouvez naviguer pour 1 point, vous pouvez protéger les frontières de l'Empire pour 2 points, vous pouvez soumettre en éliminant une révolte, cela vous coûte 2 points, réduire une révolte en agitation 1 point, éliminer une agitation coûte 1 point, et finalement vous pouvez attaquer. Lors de la phase barbare, vous allez vérifier les révoltes et les agitations. Chaque agitation qui est connectée à une révolte devient une révolte. Ensuite il y a l'activité barbare, vous allez lancer le dé et selon le résultat cela détermine si une garnison ou une agitation est présente dans la province, il se passe des choses différentes. Et ensuite, il y a une avancée barbare. Les troupes barbares essaient de se déplacer vers Rome. Et vous jouez comme ceci jusqu'à la victoire d'un des 2 camps. Pour gagner la partie, il faut protéger les postes aux frontières. Et si Rome est prise, ce sont les barbares qui gagnent. Cette édition du jeu vient aussi avec des modules complémentaires. Il y a le Dux. Le Dux est une nouvelle figurine qui présente un général capable de commander des armées sans pouvoir civil, de les convoquer ou de payer leur salaire. Pour l'introduire dans la partie, un joueur peut dépenser 2 points d'impérium et place le Dux dans une province romaine connectée à son empereur sans sa figurine. Une fois en jeu, le Dux peut être utilisé pour dépenser des points d'impérium et commander des armées. Mais il y a des limitations. Il ne protège pas car il n'a pas de garnison. S'il quitte le plateau, par exemple s'il est atteint par une attaque ou un soulèvement, il meurt et sort définitivement du jeu. Le Dux, c'est celui-là, c'est la figurine empereur blanche, on va dire. Il y a la variante avec le Vicarius. Le Vicarius est une figurine d'administration civile. Il représente un officier civil chargé de l'administration d'une province et de la gestion des légions sous le Dux. Pour l'introduire dans le jeu, vous allez faire de la manière suivante. Un joueur dépense 2 points d'impérium et le place dans une province romaine sans figurine ou sans révolte. Le Vicarius a les capacités suivantes. Il enlève automatiquement l'agitation d'une province en y entrant ou en bloquant le lancer barbare. Il ne participe pas aux batailles, car il n'a pas de troupes. Il ne peut pas entrer dans une province en révolte, et si le Vicarius est atteint par un soulèvement ou une armée, il meurt et sort définitivement du jeu. Le Duc est un outil stratégique précieux, car il permet de contrôler certaines provinces sans perdre directement des points d'impérium en garnison. Cependant, sa vulnérabilité signifie que vous devez le protéger avec soin. Le Vicarius, quant à lui, est particulièrement utile pour contrôler l'agitation et les révoltes. Sa capacité à bloquer le lancer barbare dans une province peut rendre une région plus sûre, mais il faut éviter de le placer dans une zone à risque où il pourrait être rapidement éliminé. Utiliser un Dux en combinaison
garnison avec un vicarius dans différentes provinces pourrait rendre votre défense beaucoup plus robuste, car vous avez à la fois un chef militaire pour les armées et un administrateur pour gérer l'agitation et les révoltes. Cependant, leur élimination rapide, s'ils sont attaqués, pourrait tourner le jeu en faveur des barbares, donc le timing de leur déploiement, de leur protection est crucial. Vous avez aussi un module avec les pirates et les goths. Les pirates, ce sont ça, ici dans le meeple pour les armées goths. Pour les pirates, les conditions de déploiement sont les suivantes. Ils ne peuvent être utilisés que si le nombre de flottes romaines est inférieur à 3. Lors du lancer initial, avant de placer les flottes romaines, vous lancez un dé et vous continuez à lancer jusqu'à ce que vous obteniez 2 ou 3, qui désignent la zone méditerranéenne. Les pirates seront alors placés dans cette zone. Tant que les pirates restent sur le plateau, ils empêchent les flottes romaines d'entrer dans cette zone où ils se trouvent. Un empereur situé dans une province côtière de cette zone peut les attaquer en dépassant 2 points. L'attaque suit un processus similaire à une attaque terrestre avec quelques petits détails. La connexion des provinces, toutes les provinces de la côte de la zone sont considérées comme connectées pour l'attaque. Les pirates ajoutent les disques de révolte présents dans la zone à leur jet de dés, l'empereur ajoute les garnisons présentes sur cette côte à son jet de dés. Les armées ou autres empereurs présents sur la même côte multiplient les valeurs de combat respectives par 2. Si l'empereur gagne, les pirates sont retirés du plateau et la zone devient ouverte pour les flottes romaines. En cas de défaite de l'empereur et toutes les garnisons sur la côte sont retirées du jeu. En cas d'égalité, rien ne se passe. Par contre, les pirates vaincus peuvent revenir. Si un soulèvement survient sur la côte d'une zone sans flotte romaine, les pirates reviendront dans cette zone. Finalement, pour les armées goths, ils représentent des armées barbares particulièrement redoutables qui sont la principale menace de l'Empire romain au IIIe et IVe siècle. Ils sont placés lorsqu'une armée doit être placée sur les frontières nord-est, les zones 3 et 4, et qu'ils sont disponibles dans la réserve. Si cette condition est remplie, vous allez placer les Goths sur l'une des frontières. Les Goths agissent comme une armée barbare classique, mais avec 2 exceptions les rendant particulièrement dangereux. Les Goths peuvent arriver même si la frontière est protégée ou occupée. Cela signifie que les garnisons et les meeples sont enlevés pour laisser place aux Goths. Lorsqu'ils participent à un combat, ou qu'ils avancent à travers un lien brisé, les Goths ajoutent +1 à leur valeur barbare. En résumé, les pirates sont une menace constante sur les zones côtières et leur contrôle de la mer bloque l'entrée des flottes romaines. Pour les éliminer, un empereur devra mobiliser ses garnisons côtières et éventuellement d'autres armées pour obtenir un soutien suffisant. Le retour, suite à un soulèvement dans une des zones sans flotte romaine, peut créer un cercle vicieux de répétition des attaques. Les Goths, quant à eux, rendent les frontières nord-est particulièrement vulnérables car ils peuvent apparaître en cas de protection ou d'occupation par l'Empire. Leur capacité à ajouter +1 à leur valeur barbare lors des combats ou des avancées les rend particulièrement dangereux, car elles augmentent leur efficacité dans les combats. Leur influence croissante peut rapidement désorganiser les défenses de l'Empire et forcer les empereurs à déplacer les armées vers le nord pour lutter contre cette menace. Ça, c'est pour les modules d'extension que vous trouvez dans cette édition. Je vais maintenant vous parler des différentes variantes indépendantes qui sont proposées dans le jeu. Il y a une variante qui s'appelle la variante Imperium. Cette variante introduit un pouvoir spécial pour chaque empereur, afin de refléter les particularités de leur caractère et de leur autorité. Cependant, chaque fois qu'un empereur utilise son pouvoir, il doit retirer définitivement un de ses disques du plateau ou de la réserve. Pour Dioclétien, il peut dépenser ses points d'impérium pour déplacer les autres empereurs pendant le tour. Maximien, quant à lui, peut dépenser jusqu'à 7 points durant son tour. Constance peut bloquer l'avancée d'une armée avant qu'elle ne l'attaque en la ralentissant. Et finalement, Galère peut ajouter +1 à son jet de dés après l'avoir lancé. Il peut utiliser ce pouvoir plusieurs fois dans une même bataille. Cela introduit un élément stratégique supplémentaire car chaque empereur peut influencer non seulement son propre tour, mais aussi celui des autres, ou modifier l'issue d'une bataille. Toutefois, l'utilisation de ces pouvoirs coûte cher, car il faudra sacrifier des disques, ce qui peut affaiblir la position de l'Empire à long terme. La variante Mare Nostrum. Cette variante modifie la gestion des flottes et permet aux flottes dans des zones maritimes adjacentes de se considérer comme faisant partie d'une zone unique. Cela permet de se déplacer entre 2 provinces côtières dans cette zone étendue et en dépensant un point d'impérium pour chaque zone maritime traversée. Elle simplifie la logistique navale, rendant le déplacement plus fluide et permettant aux flottes romaines de protéger plus efficacement les côtes. Elle peut également offrir de nouvelles possibilités tactiques pour l'Empire en facilitant les déplacements rapides de flottes entre différentes régions côtières. La variante Via Romana. Dans cette variante, un empereur peut ordonner à une de ses garnisons de se déplacer vers une province romaine connectée et vacante en dépensant les points nécessaires, soit 1 ou 2. Cette variante permet aux garnisons de se déplacer de manière plus flexible et d'intervenir rapidement dans les zones romaines vulnérables. Elle ajoute un élément de mobilité aux garnisons, ce qui peut changer la dynamique du jeu. La variante Usurpateur. Cette variante modifie les révoltes en créant un usurpateur qui profite de la situation pour recruter une armée et se lancer à l'attaque. Lorsqu'une région protégée a toutes ses provinces en révolte et qu'il reste des armées barbares en réserve, vous lancez le dé et vous placez une armée barbare dans une province de la région. Si elle est occupée, vous relancez. Cet usurpateur agit comme une armée barbare classique, mais son arrivée représente une nouvelle menace, surtout lorsque cette région est déjà en crise. Cette variante ajoute une nouvelle pression sur les frontières protégées et force les joueurs à être plus vigilants quant au mouvement barbare. Il y a également la variante Barbaria. Elle introduit une dynamique de rivalité interne au sein de la tétrarchie où les empereurs, tout en luttant contre les barbares, peuvent également chercher à dominer les autres et devenir le seul empereur, à l'image de Constantin. Elle ajoute également un nouveau joueur barbare qui vient semer encore plus de chaos dans l'Empire romain. La rivalité de la tétrarchie
Les empereurs continuent à lutter contre les armées barbares, mais leurs actions sont désormais également mesurées en termes de gloire et de points. Disque de gloire, chaque empereur qui remporte une bataille ou une victoire reçoit un disque gris de gloire de la réserve. Si un empereur perd une bataille, il doit rendre un disque gris, s'il en a déjà un. Lors de la victoire générale, les points de chaque empereur sont calculés en fonction des frontières qu'il a protégées de ses disques de gloire. Si un empereur a 2 points ou plus que les autres, il devient le grand empereur. Et vous pouvez jouer jusqu'à 5 avec le nouveau barbare. Un joueur supplémentaire prend la place du barbare et il aide les armées barbares à envahir l'Empire romain. Ce joueur gagne la partie si les empereurs perdent. Le joueur barbare commence la partie avec 4 disques gris et un disque noir. Durant chaque tour barbare, il peut les dépenser pour effectuer des actions spéciales. Il peut répéter un lancer de dés complet, annuler l'avancée d'une armée, changer la direction d'avancée d'une armée. Cette variante renforce la tension entre les empereurs car en plus de lutter contre les invasions barbares, ils doivent surveiller les ambitions de leurs collègues pour éviter qu'un seul d'entre eux ne prenne trop de pouvoir, et les disques de gloire deviennent un élément clé pour réussir à dominer la partie. Le joueur barbare devient plus stratégique et peut influencer considérablement le cours du jeu. Vous retrouverez également dans le livret de règles différents scénarios historiques avec des mises en place et des règles spécifiques pour revivre ces grands moments de l'histoire, ce qui en fait un jeu donc très riche au niveau de ses possibilités et de toute la variété qu'il propose. Maintenant que je vous ai expliqué là, je vais vous dire ce que j'ai pensé du jeu. L'un des grands atouts du jeu réside dans son thème historique. Il se déroule pendant la période de la tétrarchie instaurée par l'empereur Dioclétien. Et ces événements se concentrent sur les luttes internes de l'Empire romain et les nombreuses invasions barbares qui menacent ses frontières. Les joueurs incarnent des empereurs et des généraux romains, chacun cherchant à maintenir la stabilité de l'Empire, à protéger ses frontières et à éviter les révoltes internes. Ce thème est brillamment intégré dans chaque aspect du jeu et chaque action semble avoir un but historique, créant ainsi une atmosphère de tension constante. La gestion des frontières, des garnisons ainsi que des révoltes est au cœur du jeu. Chaque région est une véritable poudrière prête à s'enflammer en fonction des décisions des joueurs. La guerre civile, les invasions barbares et les soulèvements populaires deviennent des événements stratégiques clés auxquels il faut réagir rapidement pour éviter que l'Empire ne s'effondre sous vos yeux. Le jeu fait aussi un excellent travail en représentant les rivalités entre les empereurs, les différents généraux et les factions qui se battent pour le pouvoir au sein de l'Empire à cette époque. Cette dynamique interne est à la fois une opportunité et une menace pour chaque joueur. Il faut savoir jongler entre maintenir l'ordre, repousser les invasions barbares et surveiller les ambitions des autres empereurs. Cette tension constante entre les objectifs de maintien de l'ordre et les manœuvres de pouvoir entre empereurs crée une ambiance d'autant plus palpitante. L'une des caractéristiques les plus marquantes du jeu est la profondeur stratégique qu'il propose. Le jeu se joue à travers des mouvements de meeple représentant des garnisons et des armées, des attaques contre les invasions barbares et des tentatives de maintenir la paix au sein de l'Empire en contrôlant les provinces et en réprimant les révoltes. Les garnisons sont au cœur de la mécanique de défense de l'Empire. Chaque province protégée par une garnison bénéficie d'une certaine stabilité, mais le joueur doit faire attention car toute garnison perdue pourra entraîner une perte de contrôle sur une province entière, exposant ainsi l'Empire à la rébellion ou à l'invasion. Le placement des garnisons sur les frontières est essentiel car il permet non seulement de protéger l'Empire contre les invasions barbares, mais aussi de garantir la stabilité des provinces menacées par des révoltes internes. Ce système de garnison permet une gestion minutieuse des ressources et offre un véritable défi stratégique, où il faut constamment peser le pour et le contre avant de déplacer une garnison ou de décider d'attaquer une province rebelle. Les invasions barbares, quel que soit le résultat des soulèvements internes ou de raids extérieurs, sont une des mécaniques les plus palpitantes du jeu. Les barbares ne se contentent pas d'être un simple élément perturbateur. Leur présence sur le tableau transforme la dynamique de jeu. Des armées comme les Goths, par exemple, ne peuvent pas être simplement repoussées comme une armée classique. Elles ajoutent une dimension supplémentaire à la partie, en raison de leur règles spécifiques, de leur capacité à attaquer même dans des provinces protégées et de leur influence sur les mouvements des autres armées romaines. Les attaques contre les barbares se résolvent à l'aide de lancers de dés, où les meeples et garnisons du joueur viennent renforcer les résultats. Mais la beauté de cette mécanique réside dans la possibilité de multiplier les forces romaines en ajoutant des armées supplémentaires, des flottes ou en faisant appel à des renforts. Les joueurs doivent donc toujours anticiper les déplacements ennemis, mais aussi leur propre gestion de ressources et des armées, pour maximiser leurs chances de repousser les invasions barbares. Cela transforme chaque partie en un jeu d'anticipation, où les joueurs doivent constamment s'adapter aux menaces externes. Outre les invasions barbares, l'Empire fait face à une toute autre menace tout aussi redoutable, les révoltes internes. Chaque province peut être sujette à un soulèvement, et les révoltes peuvent s'étendre rapidement, même s'ils ne sont pas maîtrisés à temps. Cette mécanique donne au jeu une dimension politique supplémentaire, car chaque joueur doit non seulement gérer l'armée de l'Empire, mais aussi surveiller les tensions internes qui risquent de se propager à d'autres provinces. Un joueur doit agir rapidement pour contenir les révoltes, tout en s'assurant de maintenir une stabilité politique au sein de l'Empire. Des personnages comme le Vicarius, par exemple, peuvent être utilisés pour gérer les révoltes, mais ils sont eux-mêmes vulnérables aux attaques et aux perturbations. Cette dualité entre contrôler l'Empire à travers la force et maintenir un climat politique stable est une partie essentielle du jeu et offre une variété d'approches stratégiques. Le jeu propose également plusieurs extensions et variantes qui enrichissent encore davantage l'expérience en permettant aux joueurs de personnaliser leur partie selon les préférences. Les extensions comme Pirates et Goths apportent de nouvelles dimensions au jeu. Les pirates, par exemple, perturbent la navigation maritime en ajoutant une nouvelle couche stratégique avec la gestion des flottes. Les joueurs doivent tenir compte non seulement des invasions terrestres, mais aussi des menaces venant de la mer, ce qui élargit considérablement les choix tactiques. L'extension Dux, qui introduit de nouveaux personnages,
Et le Vicarius offre une nouvelle perspective en ajoutant des personnages avec des capacités uniques et des rôles distincts. Ces nouvelles unités renforcent la dynamique du jeu et permettent aux joueurs de prendre des décisions encore plus stratégiques en ajoutant des variations qui peuvent être adaptées à différents styles de jeu. Les variantes proposées dans le jeu permettent de modifier la difficulté ou d'ajouter de nouveaux objectifs. Les joueurs peuvent choisir d'adopter des règles spécifiques pour simuler des événements historiques ou pour créer des configurations de jeu plus dynamiques. En conclusion, c'est un jeu qui propose une expérience stratégique d'une profondeur impressionnante, immergeant les joueurs dans la complexité et la grandeur de l'Empire romain, un moment critique de son histoire. Le jeu réussit à capturer l'intensité de la lutte pour le pouvoir, la défense des frontières et la gestion des révoltes internes, tout en offrant une gamme de mécaniques variées et engageantes. Les extensions et variantes ajoutent des couches supplémentaires de stratégie, ce qui permet de garder le jeu frais et excitant, même après de nombreuses parties. La richesse du thème historique, l'équilibre parfait entre stratégie militaire et politique et la variété des stratégies disponibles font de Tetrarchia un jeu exceptionnel pour ceux qui recherchent une expérience de jeu complexe, immersive et profondément stratégique. Les joueurs qui aiment les défis à long terme, la gestion des ressources et les décisions tactiques doivent absolument découvrir ce jeu. C'est une œuvre magistrale pour les amateurs de jeux historiques qui trouveront un défi à la hauteur de leur ambition. Donc voilà pour cette vidéo, je pense avoir fait le tour de tout le jeu, que ce soit au niveau des règles, des variantes, ainsi que de mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne ou à laisser un commentaire, ça donne de la motivation et ça nous aide beaucoup pour le référencement. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!